Voilà. Donc, quand il prend charge d'exploitation, il change le cas de charge. Il crée un cas de charge Q qui représente la charge d'exploitation. Donc, notre charge d'exploitation également. Pour un plancher courant, on a une charge d'exploitation de 1,5 kN par mètre carré. Donc, ici, nous allons faire les 1,5 kN par mètre carré multiplié par la largeur de notre zone d'influence qui est de 3,77. Donc, nous avons une charge d'exploitation de 5,655, soit 5,66. Donc, ici, notre charge va nous donner une valeur de 5,66. Voilà. Donc, ici, nous avons notre charge permanente qui est appliquée et notre surcharge d'exploitation qui est appliquée. Donc, voici un peu la descente des charges à partir du plan de coffrage. Donc, voici le schéma mécanique que nous avons ici. Donc, ici, normalement, ça va nous permettre, le logiciel va nous permettre d'avoir les réactions d'appui, le moment entravé, les efforts tranchants de chaque travé. Voilà. Donc, ici, une fois qu'on a fini de définir on a fait le prédimensionnement, on a défini les sections prédimensionnées, on a fait la descente des charges. Ça, c'est la partie descente des charges. On a trouvé les valeurs des G et Q que nous avons appliquées à notre poutre. Donc, après cela, on passe directement. On peut revenir sur la vue ici. Voilà. Donc, étant dans cette vue maintenant, on va lancer le calcul de notre structure. Mais pour cela, il faut entrer les hypothèses de calcul. Donc, les hypothèses de calcul ici, on va d'abord définir, dans le paramètre de l'étage, on va définir le type de fissuration qui subit notre poutre. Fissuration peu préjudiciable pour les bâtiments dans les milieux non agressifs et fissuration préjudiciable en fonction dans les zones industrielles où il y a un lourd trafic des explosions. Fissuration très préjudiciable pour les bâtiments en bordure de mer. Donc ici, nous serons en fissuration peu préjudiciable. Donc on va prendre OK. Et ensuite, dans les options de calcul, on va définir également des hypothèses. Donc étant dans les options de calcul, on a l'enrobage qui est défini ici 3 cm sur les différentes faces. Donc l'enrobage, ça dépend du type de granulat et des diamètres. Donc ici, généralement, on va prendre un enrobage de 3 cm sur les différentes faces. Donc ici, la tenue au feu, généralement, elle est forfaitaire. La tenue au feu peut être gérée par plusieurs autres paramètres. Donc, on n'est pas forcément obligé de prendre en compte. Généralement, pour une épaisseur de 11 cm en béton armé, on prend juste une tenue de feu de 1h30 à 2h. Donc, généralement, on ne va pas en tenir compte ici. Donc, dans cet onglet, c'est de s'assurer que notre enrobage est de 3 cm, 3 cm. Donc, après cela, on va venir dans béton, on va choisir le type de béton qui est de béton 25. Donc, on va utiliser un béton de B25. Donc, pour un béton de B25, la résistance caractéristique à 28 jours est de 25 mégapascal. Le poids volumique du béton, 2500 kg par mètre cube, qui fait 25 kg par mètre cube. Et le diamètre du plus gros granulat, c'est 1 cm, c'est 20 mm. Non, ce qui fait que si on avait un enrobage de 2 cm, si on a un granulat de 20 mm, on peut avoir des ségrégations dans notre béton. Donc, pour éviter cela, on a pris un enrobage de 3 cm. Donc, après le béton, on part directement dans l'onglet acier longitudinal. Donc, dans l'onglet acier longitudinal, dans l'onglet acier longitudinal, ici, on va choisir les armatures présentes généralement qu'on utilise sur le marché. Bon, ça dépend si dans votre zone, vous avez des HA500, vous pouvez utiliser. Mais généralement, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, on utilise plus le FE400 qui est plus disponible sur le marché que le 500. Donc ici, on choisit la classe de l'acier qui est HA400. Donc, ici également pour les armatures longitudinales, pour les armatures transversales également, on va choisir le HA400. Et pour les armatures additionnelles également, on va choisir le HA400. Donc, après ce paramétrage, on valide OK. Et ensuite, on vient sur les options de ferraillage. Les options de distribution du ferraillage, ici, on a le ferraillage par travée, le ferraillage par fil. Nous on fait un prédimensionnement par travée. Donc, on va faire un ferraillage par travée également. Donc, chaque travée aura son ferraillage différent des autres travées.
Donc ici, on a le ferrage longitudinal. Ça, c'est le diamètre minimum recommandé pour les poutres, c'est de 12. Le diamètre minimal recommandé pour les poutres. Donc la reprise de bétonnage, la reprise de bétonnage, c'est quoi? C'est-à-dire, on coule ici, ils ont mis automatiquement. Généralement, on va prendre non. Ça dépend de comment vous décidez de couler votre plancher. Si vous décidez de couler votre plancher avec reprise de bétonnage, vous faites oui. Si vous décidez de couler votre plancher sans reprise de bétonnage, vous faites non. Dans le cas contraire, on prend auto directement, il va vous faire non. Donc la reprise de bétonnage, c'est-à-dire on coule d'abord la retombée de notre poutre et ensuite, quand on va couler le plancher, on coule l'épaisseur du plancher inclus dans la poutre. Donc c'est la reprise de bétonnage. Et l'autre option où on ne fait pas de reprise de bétonnage, la poutre est couffée ensemble avec le plancher et le béton coulé en un bloc. Donc c'est le cas le plus courant. Donc ici, nous allons prendre auto. Donc les espacements de préférence ici, ça c'est les espacements recommandés par rapport aux différentes barres. Le relevage bas bateau, les bas bateaux généralement sont utilisés lorsque nous avons des charges ponctuelles. Donc ici on ne va pas utiliser ça. Donc après cela, on va venir dans armature inférieure. Armature inférieure ici c'est le nombre de superpositions tel qu'on le voit sur l'image, les différentes superpositions. Ici le nombre max par défaut c'est 4, donc on peut les garder ça. Donc ça c'est la disposition ici en nombre superposition. Ici, ça c'est la disposition. L'alignement, ici c'est l'alignement vertical, ici c'est l'alignement horizontal tel qu'on voit la disposition ici. Donc ici également, on a le nombre, on peut choisir le nombre de dispositions horizontales. Donc ici, c'est de 2 à 5 par défaut, de 2 à 5. Donc on laisse comme ça par défaut, on ne change pas. Donc supérieur, également, c'est le même principe. Supérieur, également, on va laisser par défaut. Transversaux, par défaut également. Donc, ici, c'est les différents types d'espacement. Donc, ici, ça, par exemple, ça nous permet de soit choisir une répartition des cadres par série de carreaux ou une répartition des charges par distance, par une distance uniforme. Mais on va laisser par défaut. La série de carreaux est plus économique, même si c'est complexe à réaliser. Maintenant, si on veut modifier après, on peut venir après modifier de telle sorte que l'espacement des cadres soit équidistant partout. Donc ici également, ça c'est les armatures de renfort, rangement des barres, ça on va laisser tout par défaut. Et ici on va valider, ok. Donc après l'option du ferraillage, ici définition des sections, cette fenêtre elle est définie par défaut. Lorsqu'elle se ferme, vous pouvez cliquer là pour y afficher. Donc ici ça c'est cette zone. Définir l'élévation, ça c'est cette zone. Ici c'est définir la charge, c'est cette zone qui est définie là pour le schéma de la charge. Définir la charge, donc c'est ce qu'on a ici, le schéma mécanique pour le schéma de la charge. Donc, ça nous permet de définir notre charge. Donc on a les informations, toutes les informations qu'il faut saisir. Donc ici, ça c'est les charges linéaires. Si on avait des charges concentrées, on allait venir également ici et paramétrer les charges concentrées. Donc voici un peu le schéma mécanique de notre poutre. Ça c'est l'onglet affichage du dessin d'exécution. Donc après le paramétrage, on va lancer le calcul. Donc pour cela, on va venir sur l'onglet calculer. Donc sur l'onglet calculer, on a la possibilité de générer les dessins pour les éléments calculés ou laisser les armatures existantes inchangées. Par défaut, on va calculer d'abord la poutre. Quand on va s'assurer que tous les paramètres sont vérifiés, puis on va générer le dessin d'exécution. Donc je lance le calcul. Ici, donc le logiciel va nous faire toute la partie RDM jusqu'à la partie Python armée. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que notre logiciel nous dit? Erreur de calcul. Analyse statique. L'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par le logiciel. Conditions de disposition, problème des armatures. Donc ici, l'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par le logiciel. Donc, ça, c'est dû au fait que la hauteur de la poutre n'est pas uniforme partout. Conditions de disposition, problème de disposition des armatures, ça c'est une erreur problème de répartition des armatures dû à l'espacement des barres ou à la largeur trop faible des appuis pour l'ancrage des barres. Donc ici, ça c'est un problème de disposition constructive. Donc ce qui veut dire qu'il faut soit revoir les dimensions de notre poutre. Vu que le prédimensionnement
a été limite. Donc, on revient ici. Donc, on a une option. Donc, on peut augmenter légèrement les dimensions de notre poutre. Donc, ici, la hauteur du 35, par exemple, on peut aller à 40. On peut appliquer. Ici également, la hauteur du 30, on peut aller à 40. On fait appliquer. Et la hauteur du 45, on va à 50. Donc, on fait appliquer. Donc, une fois que c'est fait, on revient ici. Donc, dans le paramétrage ici, on va revenir pour régler le problème axial. On clique sur avancer. Donc, étant sur avancer, on va venir prise en compte de la force axiale. Donc, lorsqu'on a des poutres variées, des poutres de section variées, donc on va venir prendre la prise en compte de l'effort axial. Donc ici, l'effort axial qui va se produire dans notre poutre, c'est à ce niveau. On a une différence de hauteur entre ici. Donc, on va prendre l'effort axial de déterminer l'axe de continuité de notre ferraillage. Donc ici, il va aligner notre ferraillage supérieur et notre ferraillage inférieur sera arrêté au niveau de la discontinuité. Donc ici, une fois qu'on a augmenté légèrement, donc l'objectif, une fois qu'on fait le prédimensionnement, c'est d'avoir des premières sections. Et une fois qu'on applique la charge, c'est de trouver les bonnes sections qui peuvent supporter ces charges-là. Donc, on augmente légèrement et on relance le calcul. Donc, cette fois-ci, on a condition de la disposition, problème de disposition des armatures. Donc, cette fois-ci, on a toujours un problème de disposition des armatures. Donc, qui veut dire si on génère notre dessin, là, j'ai un problème ici. Donc, je reviens là. Si on a 20, donc on augmente légèrement encore. Donc, je passe ici. Je relance le calcul, problème de disposition des armatures. Donc, je viens là. Ici, pas des paramétrages. Donc, j'augmente encore légèrement. Je passe à 45. Ici. 45 là. Et ici, je passe à 55. Je relance le calcul. Tu vois quoi ça? Ici, il y a un tout diagramme de la charge. Là, on va revenir voir ça en détail. Tout ferraillage. Ok. J'ai un problème de disposition des armatures. Donc ici, on relance le calcul là. Donc on a toujours condition de la disposition, problème de disposition des armatures. Donc pour résoudre ces problèmes, on va juste venir activer l'ancrage. Donc ici, on va activer prendre en compte la longueur du crochet dans la longueur de l'ancrage. Donc ici, on valide OK. Donc on valide là et on fait calculer. Donc ici, nous avons déjà le calcul ici. Donc ici, ça nous indique juste que notre calcul est correct. Donc ici, on va voir le schéma d'exécution qui nous propose. Là, c'est un paramètre de choix. Donc ici, pour afficher le dessin, on va venir ici à analyse. Normalement, par défaut, ça devrait s'afficher. Ici dans analyse, paramètres de dessin. Donc ici, je prends par défaut. Je valide et j'affiche le dessin.
Donc, ici, on voit l'affichage en put continu de notre put. Bon, il y a plusieurs types d'affichage. Pour certains, ça sera par travers. Donc, quand ça affiche par travers, il suffit juste de cliquer là pour défiler, pour afficher les autres travers. Donc, ici, nous avons l'affichage continu de notre put. Avec ça, c'est plus facile d'exécuter. Donc, ici, on a l'affichage continu de notre put. Voilà. Donc, voici le ferraillage tel que proposé par le logiciel. Voilà. Donc, ici, nous propose des armatures de HA20. Donc, ce qui veut dire que notre put HA20, les armatures de Reaper 1, HA20. Donc, ici, sur cet appui, il nous propose HA20. Donc, le moment au niveau de cet appui est un peu trop élevé. Donc, pour cela, généralement, on n'a pas d'acier HA20 disponible sur le marché. Donc, pour cela, on va prendre venir ici. Donc, dans les armatures, on va aller désélectionner toutes les armatures qui ne sont pas possibles d'avoir sur le marché. Donc, on va se limiter au 16. On valide OK et on lance le calcul. Donc, ici, il va nous référer notre put. Donc, on réaffiche notre dessin. Donc, ici, cette fois-ci, il nous a choisi deux put, Reaper 2, Reaper 1 et Reaper 2. Donc, Reaper 1, Reaper 2 va nous proposer 4 lignes de 16 en remplacement des HA20. Donc, ici, voici un peu le ferraillage de notre put. Donc, on a 11 fois 25. Les ça, ce sont les 4. Ensuite, voilà. Donc, voici la bonne section de notre put que nous avons trouvée. Donc, ici, après ça, on peut visualiser le diagramme RDM de notre put. Donc, ici, on a le moment en travail de notre put. Ici, le chemin du moment en travail de notre put qui est là. Donc, notre put se déforme de cette façon. Ça remonte. Et ici, on revient là, on remonte sur l'appui, et ainsi de suite. Donc, ici, on a des moments à x égale à 0,25 qui nous donne des mots. À 0,20, ça c'est au niveau de l'appui. Donc, à x égale à 0,20, au niveau de l'appui, on a les moments qui sont pratiquement nuls, ou très faibles. Donc, à x égale à 0,54, à x égale à 0,80 et ainsi de suite jusqu'à la fin du portique. Donc, il nous fait plusieurs propositions sur les différents moments. Voilà. Donc ici, ça c'est le diagramme de nos moments. Donc ici, ça c'est le ferraillage 3D pour notre put. Donc ici, on peut visualiser le ferraillage de notre put en 3D qui se présente comme suit. Voilà. Donc ici, par exemple, on a des crochets. Généralement, les poutres sont toujours fermés avec des crochets. On voit qu'ici, nous ne proposons pas des crochets. Donc on va modifier ça. On va lui dire qu'on veut des crosses à la fin de cette poutre là. Donc on va venir ici. Donc armature crochet, donc on va prendre 135 à l'extrémité gauche. Voilà. Donc il va nous faire une numéro de course là. Voilà. Donc voici le ferrage en 3D de notre poutre et le récapitulatif des armatures qui nous présente là, détaillé nomenclature de la poutre RX5. Et ici dans la note de calcul. Donc ici dans la note de calcul là, nous avons le ferraillage. Donc ici dans la note de calcul, donc ici on a le nom du projet, ainsi de nom, niveau détail, ainsi de suite. Donc on prend caractéristiques des matériaux. Donc on a le béton, on a les armatures originales. Ce sont les caractéristiques que nous avons définies pour pouvoir réaliser le calcul. La géométrie, ça ce sont les différentes travées, les différentes sections que nous avons montrées. Donc caractéristiques de la travée 1, caractéristiques de la travée 2 et caractéristiques de la travée 3. Les hypothèses de calcul, la norme de calcul DAEL, les dispositions sismiques, ici on n'en a pas, pour préfabriquer, non, enrobage 3 cm, tenue au feu forfaitaire, coefficient de redistribution sur les appuis, 1, ancrage, donc ici le chargement, donc voici le chargement que nous avons effectué, notre coup de poing, une surcharge permanente de 26,39 et une surcharge d'exploitation de 5,66 kN par mètre. Donc les réactions d'appui ici. Donc pour les différents, donc ici nous calculons les réactions d'appui pour chaque cas de charge. Donc pour le cas G1, G2, Q1, Q1, pour la surcharge d'exploitation de chaque travée. Voilà. Donc les pondérations max, les
pondération, c'est la pondération. Donc, les réactions d'appui, suivant l'axe Z, on a 66 et puis 60 pour l'appui V1. Pour l'appui 1, donc pour chaque appui, on aura les différentes réactions d'appui. Pour chaque appui, nous calculons les réactions d'appui. Donc ça, c'est la partie RDF. Donc ici, réaction d'appui. Donc l'appui V1, il nous donne la réaction d'appui qui se trouve là pour la pondération 1,35G plus 1,5G et plus 1,5E. L'appui 2 et ainsi de suite. L'appui 3. Donc après les réactions d'appui. Donc ça, ce sont les premières inconnues. On a 4 appuis. Donc les inconnus au niveau des différents appuis. Après la détermination des réactions d'appui, on passe au calcul des sollicitations. Donc ici, au niveau de la travée, on a le moment en travée max, le moment en travée min, le moment sur appui de gauche, le moment sur appui de droite. On a l'effort tension de gauche, l'effort tension de droite. Donc ici, ça c'est vraiment la partie RDM. Voilà. Donc après la partie RDM, à l'ELU, ça c'est les efforts à l'ELS. Donc ici, bon, les combinaisons rares, il n'y a pas de combinaisons rares. Les combinaisons rares, ça c'est vraiment des cas exceptionnels comme des trafics militaires. La section théorique d'acier, donc pour chaque travail, il nous donne la section théorique d'acier ici qui fait 4,15. Au niveau de la travée, en armature supérieure de la travée 1, on n'a pas besoin, on n'a pas d'acier, donc il nous faut juste des aciers de montage. Donc travée 2, acier de montage, travée 3, donc ici en nappe supérieure, on n'a pas besoin d'acier, donc il nous faut juste des aciers de montage. Au niveau des appuis, donc appui inférieur, appui supérieur, donc appui travée 2 également, appui inférieur, appui supérieur, appui inférieur, appui supérieur, donc travée de droite également. Voilà. Donc ici, ça ce sont les différentes flèches. Donc la flèche admissible de chaque travée, comment il obtient les flèches admissibles. Ici, ça c'est la flèche totale calculée. Donc on a la flèche FGI, la flèche FGV, on a différents types de flèches. Ici on a la flèche totale calculée, ici c'est la flèche admissible. Donc la flèche totale calculée doit être toujours inférieure à la flèche admissible. Donc la flèche admissible, généralement pour les poutres de portée inférieure ou égale à 5 mètres, donc la flèche calculée là, c'est la portée divisée par 500 qui nous donne cette valeur. Donc si on prend notre poutre travée 1, on a 3,43 divisé par 500. On prend la portée 1 qui nous fait 3,43 divisé par 500. Donc ici, ça nous fait 0,689. Donc c'est cette valeur qu'on obtient ici, 0,7. Et ici, ça c'est la flèche calculée à l'aide des formules là. Donc pour un calcul manuel là, avec les formules RDM, on obtient cette valeur de 0,3. Donc pareil pour les autres travées. Donc ici, on remarque bien que toutes les flèches qui sont ici sont inférieures à ici. Donc notre calcul est correct. Donc si on a un calcul où la flèche totale est supérieure à la flèche admissible, donc il faut revoir soit la section d'acier de la poutre, soit la section de couvrage de la poutre. Donc ici un peu, ça c'est le ferraillage détaillé de la poutre. Voilà. Donc ici, c'est les sections d'acier en centimètres carrés qui nous déterminent ici. Ici on a les moments, donc qu'on prend pour chaque portée. Donc on va prendre par exemple pour la travée 1. Le ferraillage qui nous a donné là-bas, comment il fait pour l'obtenir. Donc ici, il a fait plusieurs options. Par exemple, la travée va jusqu'à 3,63. Donc il nous a fait des 0,20. Après, il passe à 0,54, 0,89, ainsi de suite. Donc ici, par exemple, quand on suit les différents moments pour pouvoir interpréter ces résultats, on cherche le moment max ici. Donc le moment max, par exemple, pour cette poutre, c'est à 1,57. À 1,57, on a un moment de entravée, on a un moment de 34,05 kN/m. Donc c'est ce moment-là qu'il va utiliser pour déterminer les contraintes et en fonction de ces contraintes, déterminer la section d'acier qu'il a mis dans le ferraillage. Donc la section d'acier théorique qu'il faut, c'est 4,15 cm². Donc il faut s'assurer que les 4,15 cm² qu'on a ici, ça c'est la section d'acier théorique. Donc la section qu'il nous propose dans le ferraillage, par exemple, je vous explique. Donc là on a le moment 34,05, ça c'est vraiment de la RDM. Donc ce 34,05, le moment généralement il ne varie pas trop. Donc ici, la valeur qui change, on a
le ferraillage théorique ici. Donc, on va s'assurer que le ferraillage réel qu'il a proposé vérifie vraiment le ferraillage théorique qui est ici. Donc, on va venir par exemple sur le dessin. On va réafficher notre dessin ici. Et on prend la travée 1, on a deux lits, repair 7, repair 8. Donc, on va voir repair 7, repair 8, ça nous fait 2H16 plus 2H16. Donc, il nous fait 4H16. Donc, on va voir 4H16 correspond à combien de centimètres carrés. On revient ici sur la partie interprétation. Donc, ici, à 1,57 m, on a notre moment max à l'ULS et à l'ULI qui correspond à une valeur de 4,15. On va vérifier si on atteint cette valeur avec le ferraillage réel. Donc ici, je prends la calculette d'armature du logiciel. Donc, je vais voir 4 fois diamètre 16. Ça nous fait une section de 8,04. Donc, ce qui veut dire notre ferraillage est suffisant. Pratiquement le double. On essaie par exemple, si on avait 4 fois HA14, on nous fait 6. Donc, on pourrait ferrailler avec 4. On pourrait ferrailler avec 4 fois 16. Donc, ce qui veut dire notre logiciel a fait un choix trop élevé. Donc, pour des raisons, il prend 4 fois 12. On va voir la valeur la plus rapprochée. 4 fois 12 passe. Donc, on revient par exemple sur notre poutre. Dans le ferraillage de notre poutre ici, on va essayer. Il nous avait des choix de HA16. On va optimiser le ferraillage que le logiciel propose. On va prendre un ferraillage plus économique. Donc, ici, je viens sur général HA16. Je passe en HA12. Ici également. Ah là là. Mentionnons la flexion. La résistance à la flexion dans le n'est pas suffisante pour la travailler. Ah, donc, pour la réflexion, donc je passe en HA16. Je vais travailler 1. Est-ce que c'est la travail 1?